Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 mars 2023. Alors oui, ce soir j'ai assisté à un combat de la MMA. Un combat qui avait lieu à Laval, cette lointaine banlieue de Montréal. Et j'avais l'impression d'être en Arkansas ou dans le Wyoming ou quelques lointaines régions de de la profonde Amérique. Alors oui, le fils de Fabienne a remporté son combat en 3 minutes. Il a été le premier à grimper, à entrer dans la cage. Et c'était son premier combat professionnel et il l'a remporté. Et finalement, Fabien et moi, après ce combat-là, on a décidé de rentrer à la maison. Il y avait 10, 10 autres combats présentés dans l'auditorium de Laval. Alors voilà. Et oui, l'Arkansas, le Wyoming et le Québec ressemble à ça parfois. Très souvent, en fait, à, à un État américain. Il y a des différences, oui, il y a des différences. Mais il y a quelque chose de l'âpreté, d'une sorte de violence sourde, de rudesse, quelque chose de rugueux. Et, euh, et souvent, les écrivains américains qui étaient taxés, les écrivains américains à la Hemingway, à la Faulkner et à tous ces autres écrivains, ont surjoué la virilité pour chasser la mauvaise impression qu'au fond, s'intéressant aux livres ou à la musique, on pouvait s'avérer efféminé. Alors, l'Amérique a toujours ce culte de la force brute et le Québec n'y échappe pas. Ce matin, il y a mon ami Robert Hébert qui m'a rendu visite. On a échangé sur Chat GPT qui horrifie tant de professeurs. Je ne cesse d'entendre des commentaires horrifiés. Et je vais vous faire part d'une réflexion que j'ai déjà depuis pas mal d'années. Et elle ne sera pas plaisante, cette réflexion-là. Parce que sans doute, certains d'entre vous vont la juger trop pessimiste, trop négative. Alors je vais y aller franco. Je pense que toutes les langues humaines sont en déshérence. Je pense que ce qui crée le monde aujourd'hui, ce qui structure le monde, ce qui l'organise, c'est la langue informatique. C'est le cyberlangage. C'est la langue des robots. Et qu'on a beau, les professeurs, le système scolaire, a beau se désoler de manière quasi partout, en fait, sur la planète. On se désole que les Allemands se désolent de ne plus savoir écrire l'allemand, les Français se désolent de ne plus savoir écrire le français, et les Anglais et les Américains se désolent également du même phénomène. Et on juge que les jeunes ne savent plus écrire, par exemple. Il y a des logiciels pour savoir écrire. Il y a des logiciels pour corriger les fautes. Il y a des appareils électroniques qui font le travail, déjà. Là, tout à coup, avec l'intelligence artificielle, il semble que la pensée humaine va, ne va pas peut-être connaître un nouveau développement, mais va aggraver, va accentuer ce phénomène de perte. Ça fait longtemps, moi, personnellement, que je me sens comme un rescapé de l'ancien monde.
Je me vois en train d'ouvrir les livres et je me fais l'effroi, oui, je me fais l'effroi d'un vieux moine dépassé par les événements. Dépassé par... et je vois bien comme un vieux curé qui parcourrait son missel ou son bréviaire. Et qu'au fond, Nietzsche, Dostoïevski, Sartre, Camus, tous les auteurs que nous avons tant aimés, d'une certaine manière, appartiennent à l'ordre ancien. On sait que ChatGPT est en mesure, assisté de, avec un assistant humain, il est en mesure d'écrire des romans. Il est en mesure d'écrire des récits philosophiques, sans doute. Il est en mesure de faire le travail même de la création. Je sais que beaucoup d'artistes sont absolument effrayés par cette perspective. Et, et Robert Hébert évoquait un ouvrage dont le titre m'échappe, et le nom de l'auteur également m'échappe, mais le lien qu'il y a entre la valeur et la symbolique. Et je n'ai pu m'empêcher de penser que oui, les artistes du 20e siècle et même du 19e, à commencer par Van Gogh, ça a été démontré récemment, ça a été démontré il y a peu de temps, dans un livre publié il y a peu de temps, qu'au fond, Van Gogh et son frère Théo avaient une stratégie marketing. Que nous n'étions déjà plus avec Van Gogh dans le mythe de l'artiste maudit. Et la veuve de Théo, qui était au courant du plan d'affaires des deux frères, a repris et a poussé le plan d'affaires à sa parfaite réalisation. Et les artistes qui ont suivi, que ce soit Matisse, que ce soit Picasso, que ce soit Dali, ont tous été de brillants hommes d'affaires qui ont compris la part importante du commerce qu'il y a dans leur œuvre d'art. Et après ça, les Américains sont allés encore plus loin avec Andy Warhol, pour ne nommer que lui. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le financial art, avec Jeff Koons ou Damien Hirst, c'est clair que ce n'est que de l'art spéculatif. Et cet art spéculatif-là est en parfaite symbiose avec le monde de la finance. Et que les œuvres, si je puis dire, de Hearst ou de Koons sont achetées par des fonds de placement. Sont achetées par des investisseurs qui vont créer de la valeur sur un objet spéculatif. Et vendredi, hier, il y a une banque importante, une banque qui finance les activités d'un grand nombre de compagnies qui œuvrent dans la Silicon Valley. Cette banque a été fermée car elle était l'objet d'un bank run, c'est-à-dire que les déposants retiraient leur liquidité. De ce que j'ai cru comprendre, c'est à cause de la hausse des taux d'intérêt. Les banques avaient emprunté à des taux très, très, très bas, sinon inexistants, et que là, le coût d'emprunt, le coût de l'argent ayant considérablement augmenté, cette dite banque ne parvenait plus à se financer. Et elle a essayé de lever $1 milliard en investissement, plus d'1 milliard de dollars. Elle n'y est pas parvenue. Et tant et si bien que le vendredi matin, les autorités américaines ont stoppé. Et les dépôts sont garantis. Alors les dépôts, il faut comprendre une chose, on ne dépose pas de l'argent à la banque. On prête de l'argent à la banque et la banque, en échange, nous signe une reconnaissance de dette.
Et, et ça, faut comprendre ça. Quand vous déposez, vous ne déposez pas. Vous prêtez de l'argent à la banque. Et l'État en garantit un certain montant. Dans le cas de cette banque, c'est 250 000 $. Et je pense que dans le cas des banques canadiennes, c'est 100 000 $. Alors si vous avez 2 millions que vous avez prêté à une banque et que cette banque, pour une raison ou pour une autre, ne réussit pas à rembourser la dette qu'elle a contractée auprès de vous et qu'elle fait faillite, eh bien, le gouvernement canadien va garantir 100 000 $. Et pour le reste, c'est une faillite. Alors, comme toute bonne faillite, l'argent prêté, eh bien, on ne la revoit plus. Il y en a un qui était très content de tout ça, probablement, vendredi. C'est Vladimir Poutine. Il faut comprendre, je ne vais pas vous embarrasser avec ça, je le sais, beaucoup d'entre vous, la question ukrainienne est ennuyeuse et ennuyante et fâcheuse et inquiétante et probablement chargée d'angoisse. C'est que Poutine, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2000, n'était pas encore un ennemi de notre manière de fonctionner. Ça a pris un certain nombre d'années avant qu'il change son avis sur l'Occident. Et des observateurs ont remarqué que c'est à partir de la crise de 2008, de la crise financière de 2008, qu'il a commencé à se poser de très sérieuses questions sur le système économique occidental. C'est à partir de ce moment-là qu'il a jugé que peut-être tout ça était une immense chaîne de Ponzi et qu'il ne fallait pas compter là-dessus. 2008 aurait été un choc intellectuel pour lui. Et si on suit la séquence des événements, comment il s'est comporté par la suite, c'est comme si d'une certaine manière, là, il avait décidé de tourner le dos. Et on s'étonne aujourd'hui, entre autres, comment la Russie réussit à passer à travers les sanctions économiques. C'est que très certainement, il avait prévu le coup. Alors, voyez un peu le sorte d'enchaînement. Alors, lundi ou enfin dimanche soir, lorsque les marchés asiatiques vont ouvrir, il faudra surveiller ça de près. Mais si on se retrouvait dans une crise comparable à celle de 2008, ça pourrait être très inquiétant pour les Ukrainiens. Parce que là, je ne sais si politiquement le système américain pourrait se remettre d'une crise au moment même où les Américains reprennent leur place dans les affaires internationales, dans les affaires du monde, après avoir subi... mais je ne suis pas sûr que lorsque les Américains se sont retirés d'Afghanistan en août 2021, je ne suis pas sûr qu'ils n'étaient pas déjà au courant du plan d'agression russe en Ukraine. Et qu'ils ont retiré leur armée de ce territoire qui de toute façon semblait assez difficile à coloniser, je dirais, en sachant que quelque chose d'autre était sur le point de se produire. J'ai entendu dire que c'était le contraire, que le fait qu'il se retire d'Afghanistan a donné le feu vert à Poutine pour préparer son agression en Ukraine. Mais il me semble que c'est le genre de truc qui ne se prépare pas en quelques mois. Si on regarde août 2021, février 2022, c'est à peine quelques mois. Ça m'apparaît très improbable. Cependant, que les Russes aient pu imaginer l'état de faiblesse de l'armée américaine qui
qui montre... moi, je ne pensais jamais m'intéresser autant aux armes. J'apprends le nom d'armes, de toutes sortes d'armes, depuis le 24 février. J'ai même entendu un militaire, j'apprends même une rivière en langage militaire, c'est une coupure humide. Ouais, une coupure humide. C'est plus une rivière, c'est une coupure humide. J'ai entendu un général de l'armée française expliquer ça. Que ça fait partie du jargon militaire. Alors j'ai appris plein de mots, le nom de plein d'objets meurtriers. Bon, oui, des obusiers, oui, je sais bien, on entend, oui, c'est des gens qui préparent des attaques aux obus. À l'obus. Aux obus? À l'obus? Enfin. Mais enfin, voilà. Alors, je vous ai pas parlé de Pourhees aujourd'hui. Je vais le faire demain. Et pardonnez aussi la vidéo d'hier. Nous avions bu quelques verres de vin. Quelques verres de vin, Fabienne et moi. Et nous étions un peu éméchés. Mais Fabienne, je lui dis, ouais, c'est pas trop bon pour mon image. Je dis, ouais, ben, ton image d'un télo austère, sérieux, faudrait quand même que les gens comprennent qu'au fond, t'es plutôt un sacré rigolo. T'as un gros sens de l'humour et t'aimes bien la rigolade, t'aimes bien la fête, t'aimes bien la rigolade. Et que faudrait que tu laisses tomber la chemise peut-être un peu plus souvent. Alors voilà. Voilà, mais oui. Alors peut-être que dans les écoles, pour en revenir à ce que je vous disais au début, peut-être qu'on devrait apprendre aux jeunes, je sais bien que c'est épouvantable de dire ça, plutôt que de leur apprendre une langue qui de toute façon a peine à... Ah oui, pour en revenir au secteur financier, je vais revenir, vous allez voir, il y a un lien entre les deux. Vous savez comment les acteurs du système financier appellent les gens comme nous, là, qui n'ont pas d'habilité, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas dans le monde des affaires, dans le monde des dans le monde des affaires d'importance. Spéculateurs financiers, investisseurs à la bourse, fonds de placement. Comment ils nous qualifient, nous? Ils nous appellent des paysans. C'est-à-dire, on est agrippé au sol, on ne voit pas plus loin que la ligne d'horizon, et qu'au fond, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe à une vaste échelle. Et on ne comprend pas non plus que le monde dans lequel on se meut est organisé par des gens qui détiennent les vecteurs informatiques et qui détiennent les clés des flux financiers. En tout cas, où ils sont capables de les harnacher, ils sont capables de comprendre la partie. Partie qui se joue avec le droit, les avocats, la finance et les banques. Le droit, les avocats, c'est la même chose. Le droit, la finance, les banques. Et c'est ça qui est le nœud de notre monde. Alors oui, ils nous qualifient de paysans et que les paysans, les efforts que ces paysans font pour pouvoir s'exprimer ou pouvoir écrire correctement, au fond, à la limite, ce sont des efforts vains et inutiles et que peut-être qu'on devrait apprendre aux jeunes dans nos écoles, laisser les robots leur apprendre à écrire ou leur apprendre à structurer même leurs pensées, mais leur apprendre le langage informatique. Et c'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Julian Assange avant d'être même pas inculpé. Il est déjà... C'est un immense scandale, le cas de Julian Assange, et dans l'indifférence absolue. Il disait que la seule façon de ne pas être surveillé, de ne pas être contrôlé, c'était de fabriquer son propre langage informatique. C'était, autrement dit, de créer son propre langage.
et que c'était la seule façon d'échapper au grand système de surveillance. Alors, vous en connaissez beaucoup de gens qui sont capables de créer leur propre langage informatique. Moi, personnellement, j'en connais pas. Mais, quand un type comme Assange, qui est quand même un intellectuel de haut vol, et un informaticien d'importance, balance ça, faut tenir ça au sérieux. Faut prendre ça au sérieux, je pense. Alors, j'aurais envie de dire, les parents qui ont des enfants, peut-être oublier la langue. Oublier la langue maternelle. Faites de telle sorte qu'ils apprennent le langage qui construit et qui structure le monde dans lequel nous vivons. Et c'est la langue des robots. C'est le cyberlangage. En tout cas, personnellement, moi j'ai l'impression, je maintiens, vous connaissez mon point de vue, je ne suis pas un passage, je suis un maintenant. Parce que je ne saurais trop juste quoi passer. Mais maintenir une sorte de position, en tout cas. Telle est la Don Quichotesque tâche à laquelle je me suis assigné. À demain.